chaque langue, race ou origine qu'il soit. Bâtir ici une société moderne, dynamique, ouverte sur le monde. Faire tout cela alors même qu'on niait notre existence comme peuple et qu'on nous refusait les moyens de notre épanouissement. Cette année, il en a fallu du courage aux femmes et aux hommes du Québec pour braver la peur, pour rejeter l'appel au renoncement et à une confortable résignation. Aujourd'hui, chères Québécoises, chers Québécois, vous vous êtes dépassés. Vous avez inscrit votre nom sur la face du monde. Genre de société que nous avons et que nous voulons. Une société vivante et foisonnante, fondée sur la civilité, la stabilité et l'état de droit. Une société où les idées fusent et s'entrechoquent, mais qui rejette la violence et l'esprit revanchard. Une société qui respecte les droits individuels et ceux des minorités. Une fois inscrits dans la Constitution, ces droits ne pourront être modifiés sans leur accord. Les immigrants, les résidents permanents et les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire québécois s'interrogent sur leur avenir. Je veux qu'ils sachent qu'ils n'ont rien à craindre, aucun changement dans leur statut ou leur situation actuelle. Tous ceux qui sont en attente de citoyenneté canadienne pourront, sans délai supplémentaire, faire valoir leur droit à la citoyenneté québécoise au moment de la proclamation de la souveraineté. Nous les invitons à partager avec les Québécoises et les Québécois le défi exaltant de construire ici un pays nouveau. Aujourd'hui, donc, les Québécois ont décidé de devenir souverains. Alors, que se passera-t-il au cours des prochains jours? La souveraineté du Québec ne sera pas proclamée tout de suite. Ça pourra prendre 1 an avant que l'Assemblée nationale fasse cette proclamation. Ça va nous donner tout le temps de bien préparer la transition, l'intégration des 2 fonctions publiques, la définition de nouvelles politiques économiques et sociales avec nos nouveaux outils. Pas de précipitation, mais de la rigueur. À la fin de ce processus, le Québec va pouvoir voter toutes ces lois et les adapter à ses priorités et à ses valeurs, percevoir tous ses impôts et gérer son budget avec le même objectif déterminé de réduction du déficit et avec la possibilité de faire ses propres choix fiscaux et sociaux, signer tous ses traités avec ses voisins et le reste marquant de M. Jacques Parizeau. 1947. Jacques Parizeau obtient un doctorat en économie de la London School of Economics. Il enseigne au HEC Montréal de 1955 à 1976 et devient consultant économique pour plusieurs ministères. 1962. Alors qu'il est conseiller économique et financier du premier ministre libéral Jean Lesage, M. Parizeau participe à la création de la Société générale de financement. L'objectif de la SGF est de soutenir les entreprises détenues par des Québécois. 1965. Jacques Parizeau participe à la création de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Son premier rôle était de gérer les fonds du régime des rentes du Québec. 1969. Jacques Parizeau se joint au Parti québécois de René Lévesque. 1976. M. Parizeau est élu dans la circonscription de l'Assomption. Le PQ remporte sa première élection et le nouveau premier ministre René Lévesque fait de Jacques Parizeau son ministre des Finances. Il occupera cette fonction 8 ans. 1979. Jacques Parizeau crée le régime d'épargne-action. Un REA permet aux contribuables de déduire de leurs revenus imposables des sommes investies dans des entreprises québécoises. 1984. M. Parizeau quitte le cabinet ainsi que ses fonctions de député de l'Assomption en désaccord avec le beau risque de René Lévesque. Ni même d'y penser. Je prends donc le train pour l'Ouest en me disant qu'au cours des 3 jours que dure le trajet, j'aurai la paix et tout le temps nécessaire pour me préparer. Je suis montée dans le train. Je me souviens, avec comme arrière-plan les interminables forêts du nord de l'Ontario. Défilent alors dans ma tête tous les projets menés à bien durant la Révolution tranquille, l'apparition de l'État du Québec, les phases de son expansion, les assauts livrés contre Ottawa pour faire reculer ce gouvernement central qui, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, s'est emparé de tous les vrais pouvoirs et de presque toute la fiscalité.
l'établissement de rapports directs avec l'étranger, et grâce au général de Gaulle, particulièrement avec les pays de la francophonie. La souveraineté ne rend pas automatiquement intelligent. Mais elle ne rend pas automatiquement imbécile non plus. Dans un pays industrialisé, moderne, le coût de la souveraineté, c'est le coût des mauvaises politiques que l'on adopte et que l'on applique. Si les politiques sont bien adaptées aux besoins, la souveraineté libère, elle permet à l'économie d'avancer et à la croissance de se manifester, car les entraves sont moins nombreuses. On le voit, je suis un souverainiste assez peu conformiste, et initialement, tout au moins, assez peu émotionnel. Ce n'est que petit à petit que j'ai appris à aimer le Québec pour ce qu'il est. Au fond, j'ai choisi un gouvernement avant de choisir un pays. Le Parti québécois est tout jeune, on se cherche, on brasse des idées, on refait le monde. Mais d'abord et avant tout, on cherche un scénario qui permette d'accéder à la souveraineté. Jacques Parizeau demande à René Lévesque s'il s'agit d'une erreur typographique. Monsieur le Premier ministre, est-ce cette état-nation que nous croyons ou que nous croyons si proche? Il s'agit de croyons, lui répond sèchement René Lévesque. Monsieur le Premier ministre, le verbe croyons est à l'imparfait, alors que croyons est au présent. Je répète donc ma question. Avez-vous utilisé croyons par erreur ou est-ce volontaire? Il s'agit de croyons avec un i, s'écrit M. Lévesque. Bien, Monsieur le Premier ministre. Plus tard, Jacques Parizeau dira à son biographe Pierre Duchesne, M. Lévesque et moi avons appris la même langue. Je serai donc le seul ministre des Finances qui ait jamais démissionné sur un i. Maxime Laporte, président général, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. La flamme d'un peuple fier. Discours de M. Parizeau à l'occasion du banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal le 13 juin 1995. La tradition de ce banquet est assez unique. J'imagine assez bien les orateurs qui s'y sont succédés, de Ludger Duvernay à Olivier Asselin ou Nicole Boudreau. D'abord, ils ont demandé à une époque lointaine plus de reconnaissance pour ce qu'on appelait alors les Canadiens. Quelques décennies plus tard, ils réclamaient des droits linguistiques et culturels pour les Canadiens français. Depuis 30-35 ans, ils ont finalement réclamé le droit des Québécoises et des Québécois d'être enfin considérés comme un peuple à part entière, maître de sa destinée. Nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères ont été conviés à cette table, année après année, pour entendre dire qu'ils avaient des droits, pour entendre dire qu'ils avaient le devoir de protéger leur langue et leur culture. C'est fou la mort, plus méchant que le vent. C'est sourd la mort, comme un mort sous un banc, sur un mont. C'est noir la mort, et ça passe en riant. C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. The referendum is much more than a question. It is a proposal for a new departure, a new relationship between the people of Quebec, the people of Canada,
and indeed our international partners. Voici maintenant une petite chanson irlandaise que je sais que M. Parizeau aimait beaucoup. Bonsoir, je me présente Lynn Cadieux, chanteuse. C'est bien, ça fait à sa place? Ça bouge pas, là? Jean Parizeau nous parle du Québec comme de sa femme. C'est dans vos yeux que mon poème trouve son pas. Et c'est par vos yeux que je m'aime. Ne les fermez pas. Mes mots ont besoin de vos lèvres pour être mots. Et c'est votre voix, c'est tout fait, qui les rend si beaux. Je vais dessiner un navire et l'océan. Dessiner, c'est encore écrire. Il faisait du vent et je navigue à l'aventure vers votre cœur. J'avais tout fait, voile et mature, en mots voyageurs. C'est dans vos yeux que mon poème trouve son pas. Et c'est par vos yeux que je m'aime. Ne les fermez pas, ne les fermez pas. Gilles Vigneault, musique Philippe Noir. Martine Desjardins, discours offert à l'Université de Montréal à la jeunesse québécoise. Mes amis, cette fois, ça me semble plus important encore de vous voir et de vous parler, parce que cette fois-ci, ça vous concerne plus que jamais auparavant, et en le sens, je vous regarde et je vous envie. Je sais, pour la génération des années 1990, rien n'est facile. Les études sont plus difficiles, le marché du travail est moins accueillant, le chemin est jonché d'obstacles. Il y a des pièges, le décrochage, l'exclusion, la déprime. Dans les années 1990, même l'amour peut être dangereux. Je sais. La Commission des jeunes sur l'avenir du Québec, qui a écouté cet hiver au-delà de 5000 jeunes dans tous les coins du Québec, appelle ça un nouveau contrat social entre les générations du Québec. Un nouveau pacte entre les générations. Moi, j'y crois à ce pacte. Moi, je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis que c'est indispensable. Il faut faire le mariage de l'énergie et de l'expérience. La force de la jeunesse dans une société, c'est bien sûr sa capacité d'innovation, sa curiosité, son imagination, sa tendance aussi à ne pas voir les choses du même côté de la lorgnette. Ça ne donne pas les mêmes idées, et c'est heureux. Mais c'est plus que ça. Il y a un ingrédient essentiel, le côté rebelle, irrévérencieux de la jeunesse. Pas le cynisme qui est corrosif et dangereux, pas le snobisme qui est insupportable, mais ce réflexe de ne rien prendre complètement pour acquis, de ne rien prendre pour certain. Cette volonté de vouloir réexaminer les institutions, les idées reçues, cette propension de remettre en question le statu quo. Le côté rebelle de la jeunesse est un de nos biens les plus précieux. C'est le moteur du changement.